L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on repart sur un sujet que vous avez choisi sur Instagram autour d'un joueur dont on parle énormément en ce moment, LaMelo Ball. L'idée, c'est d'explorer de long en large l'énorme question qui l'entoure actuellement. Est-ce qu'il pourrait bouger d'ici la deadline, et si oui, où ? Sur le sondage Instagram de cette semaine, j'avais proposé plusieurs thèmes pour souffler un peu des rumeurs de transfert, et puis j'ai glissé, presque comme une private joke, où va aller LaMelo Ball vu l'actu. Résultat, ça a été un raz-de-marée, vous avez enterré tous les autres thèmes, preuve que vous êtes obsédé vraiment par tout ce qui concerne les transferts. Par contre, avant qu'on commence, petit rappel important, si vous aussi vous voulez décider du choix des sujets des prochains épisodes, parce que par exemple vous en avez marre qu'on parle des transferts, rejoignez-moi vite sur Instagram. Tous les dimanches, je vous balance les sondages dans le canal, je vous donne mes idées, vous votez, et ensuite je construis un épisode comme celui-ci. Donc si c'est pas déjà fait encore, prenez 2 secondes et allez vous abonner. Vous le regretterez pas, ça vous permettra d'avoir un vrai contrôle sur la ligne éditoriale de cette chaîne. Mais ouais, aujourd'hui vous l'avez choisi, on pose le contexte autour de LaMelo, on passe en revue 6 destinations possibles avec la trade machine, et je me mouille à la fin sur une question simple, est-ce qu'il sera tradé avant la deadline, et si oui, dans quelle équipe ? Allez, vous avez capté le bail, installez-vous bien, préparez vos meilleures théories de trade pour les commentaires et nous on lance ça tout de suite. Bon allez, avant de s'exciter tout de suite sur tous les trades possibles, il faut qu'on pose le décor et qu'on comprenne exactement tout ce qui se passe en ce moment autour de LaMelo Ball. Tout est parti d'un gros papier qui explique que LaMelo serait de plus en plus frustré par la situation à Charlotte, et ouvert à un départ. Les Hornets s'enchaînent les défaites, ils n'ont toujours pas gagné un match de playoff depuis sa draft et le projet tourne en rond. En interne, une question revient, est-ce qu'on veut vraiment construire le long terme autour d'un meneur au contrat max, souvent blessé, qui défend peu, qui peut se montrer inefficace, et qui n'a pas encore prouvé qu'il pouvait mener une équipe loin. Et pour moi, c'est justement ça qui transforme une simple rumeur en vraie discussion entre les front office, c'est pas juste un truc de fan qu'on vit actuellement. Ces rumeurs collent parfaitement au contexte. LaMelo a 24 ans, il est déjà dans la 2e année de son contrat max, il est toujours productif en tournant à plus de 21 points et 9 passes, mais il connaît des blessures récurrentes, son adresse est en baisse et sa défense critiquée. En parallèle, Charlotte a misé très haut sur Brandon Miller et Con Knuppel et se dirige peut-être vers un nouveau gros pic. Ça ouvre la porte à un futur plus collectif que le mode tout pour LaMelo qu'on connaît en ce moment en Caroline du Nord. Pour autant, on n'en est pas encore à un stade à mon avis où les Hornets, en off, sont en train d'organiser une vente aux enchères. Non, on est plutôt dans une zone grise. En effet, en parallèle, des insiders calment plutôt le jeu. Officiellement, Jeff Peterson, le GM, ne le chope pas. La ligne, c'est de le voir enfin en bonne santé avec tout le monde avant de trancher. Donc oui, les autres équipes se tiennent prêtes, mais pour l'instant, on est plus sur des repérages que sur une vraie mise aux enchères. Et là-dessus, bien sûr, il y a encore un autre élément à prendre en compte. Bien sûr, ce que LaMelo a dit lui-même face aux caméras. Sa première réaction, vous l'avez vu, un code tweet avec un emoji clown pour se moquer de la rumeur, puis des fausses infos en conférence de presse avec le discours classique du joueur qui dit aimer la ville et vouloir gagner avec le groupe. Le coach répète que LaMelo reste central, c'est de la com habituelle en NBA, tu ne dis jamais publiquement que tu veux tourner la page, mais tant que tout le monde reste sur la même longueur d'onde, au moins en apparence, ça compte au moins un peu. Maintenant, est-ce qu'on peut le croire sur parole quand il dit qu'il est bien et qu'il ne veut pas partir ? À mon sens, la réponse demande un petit peu de réflexion. D'un côté, il n'a jamais demandé officiellement un trade, de l'autre, la frustration décrite en off colle à ce qu'il vit, des saisons gâchées par les blessures, une équipe qui perd, des fins de match sur le banc et l'impression que le projet n'avance pas. Aujourd'hui, la position la plus réaliste, c'est qu'il n'est pas en mode trade request, mais que son camp, comme la franchise, laisse au moins la porte entrouverte. Et du coup derrière, la question qui suit forcément, c'est ok, mais exactement qu'est-ce qu'il vaut LaMelo Ball aujourd'hui sur le marché des transferts ? Sur le papier, il devrait coûter une blinde. Meneur créateur de 24 ans, déjà All-Star, de bonnes stats, une grande taille, un jeu spectaculaire, très bankable au niveau des sponsors, et sous contrat pour plusieurs années. Mais les GM voient aussi un joueur souvent blessé, avec une adresse en baisse, ciblable en défense, et sur un contrat max, avec prime supplémentaire à lui donner en cas de transfert. Tout ça, ça refroidit. Et pour moi, c'est justement là que la situation devient vraiment intéressante pour la suite de la vidéo. La plupart des dirigeants ne vont pas payer le prix d'un candidat MVP, on parle plutôt d'équipes prêtes à envoyer un bon jeune titulaire et quelques premiers tours sans sacrifier tout leur futur. En face, Charlotte demande le tarif d'un franchise player. Tant que cet écart existe, on reste dans ce flou, avec des rumeurs sérieuses, un joueur qui dément, une franchise qui réfléchit et un marché partagé entre fascination et prudence. Et c'est justement là qu'on va essayer de regarder quelles équipes pourraient s'intéresser à lui d'ici la trade deadline en février. Mais juste avant de lancer la trade machine, petite parenthèse qui n'a absolument rien à voir avec LaMelo. Il n'est pas du tout concerné par ça, je pense qu'il est encore trop jeune.
Parce que ouais, depuis un an, dans les commentaires YouTube ou en DM Insta, vous me posez toujours la même question. Ça revient en boucle. T'as fait une greffe de cheveux, ça donne quoi? Tu l'as faite où? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça fait pas mal? Tout le temps, j'ai l'impression que vous êtes omnubilé par ma greffe. Du coup, pour la toute dernière fois, parce que je ne peux pas répondre la même chose à tout le monde, je vais vous faire une réponse globale, et après on n'abordera plus jamais ce sujet sur ma chaîne. Ouais, en novembre 2024, je suis parti à Istanbul, chez Elite Air, 3 jours sur place. Premier jour pour faire tous les examens et vérifier que tout était ok. Deuxième jour pour la greffe, et le troisième pour les contrôles. Concrètement, le jour de l'opération, le matin, ils m'ont pris des greffons sur les tempes et sur la nuque, et l'après-midi, ils ont tout replanté sur les golfs et sur la tonsure. Ça dure longtemps, c'est sûr, toute la journée, mais avec leur technique Sleep Deep, qui est faite pour ça, je n'ai absolument pas eu mal. J'ai passé la journée à lire, à discuter avec l'équipe sans stress, et un an plus tard, je suis passé de presque complètement chauve à une densité plus que correcte. J'ai retrouvé une chevelure un peu plus épaisse, une ligne frontale, et de la confiance en moi aussi, mine de rien ça compte. Après je sais qu'il y en a que ça dérange absolument pas de perdre leurs cheveux, certains qui l'assument vraiment, alors que d'autres l'assument un petit peu moins, et c'est pour ça que je sais que ça peut potentiellement parler à pas mal d'entre vous. La plupart de ma commu, c'est des mecs de ma génération, mine de rien, un poil plus jeune peut-être, mais quand même, et je sais que pour certains, la calvitie devient un vrai sujet. En parallèle, on voit défiler tout un tas de pubs pour des cliniques en Turquie avec des prix qui partent dans tous les sens et des promesses qui sont sûrement parfois un peu trop belles. Sauf qu'une greffe, et c'est aussi pour ça que je prends le temps de vous en parler aujourd'hui, c'est pas un truc avec lequel tu joues, tu dois prendre ça sérieusement. Tu regardes le budget bien sûr, mais surtout tu vas rechercher un endroit clean, à la pointe, parce que si c'est raté, derrière t'auras pas 10 autres essais. Maintenant je suis pas médecin, je suis pas là pour vous dire quoi faire, pas du tout, mais je peux être là pour répondre à vos questions et vous partager comment moi je l'ai vécu cette expérience. Ça reste très personnel, mais si ça peut éviter à certains de foncer n'importe où de manière précipitée pour une question de budget, bien ça m'ira bien. Si j'ai choisi Elite Air, c'est parce que tout était ultra pro, technique FUE-DHI reconnue comme la meilleure, bloc opératoire moderne, et le docteur Baloui, fondateur de la clinique que j'ai rencontré et qui est une référence mondiale dans le domaine. À côté de ça, Ilan, qui parle parfaitement français, m'a accompagné pas à pas, il m'a tout expliqué, et il a été adorable du premier message jusqu'au retour à l'aéroport. Toute l'équipe était souriante, dispo, et aujourd'hui, je peux dire que les résultats sont au rendez-vous, je suis super heureux. Alors ouais, c'est le seul truc que je voulais dire, si vous cherchez une clinique sérieuse, pour répondre à la question de beaucoup, c'est bien Elite Air que je recommande. Pour ceux qui veulent creuser, et moi aussi je suis passé par là, il y a une consultation qui est offerte avec le lien que je vous ai mis en description. Vous sortirez de là avec un avis, un diagnostic, mais aussi un devis sans engagement pour la suite. Du coup, avec ce petit interlude que je ferme tout de suite, j'espère que tous ceux qui me posaient leurs questions en boucle auront leurs réponses, parce que moi je suis très content avec mes nouveaux cheveux. Mais allez, on laisse la calvitie tranquille pour de bon, et maintenant nous on retourne à ce qui nous réunit tous à la base ici dans cette vidéo, la Melo Ball. Ouais, il est temps de regarder quelles équipes pourraient tenter le pari du meneur de jeu d'ici la deadline. Pour ça, on va commencer fort avec un scénario qui pourrait parler à pas mal de monde, la Melo Ball aux Los Angeles Clippers. Le deal, il ressemble à ça. Les Clippers récupèrent la Melo Ball et en échange, Charlotte reçoit John Collins, Bogdan Bogdanovic, Kobe Brown et un premier tour de draft 2031. Sur le papier, c'est vraiment la photo du moment côté Clippers. Ils sont à la peine, l'équipe est vieillissante, Kawhi et Harden ne rajeunissent pas, Bill est out, Chris Paul est en fin de route et ils viennent d'ouvrir une nouvelle salle ultra moderne à Los Angeles. Dans ce contexte, aller chercher un meneur de 24 ans déjà All-Star sous contrat plusieurs années, spectaculaire et bankable, c'est une manière de redonner une vraie direction au projet pour maintenant et pour après. Surtout que basketballistiquement parlant, Lamelo coche plusieurs cases que cette équipe n'a plus. Il ramène de la vitesse, de la transition et du jeu ouvert dans une formation qui joue au ralenti et qui vit beaucoup trop sur le génie de Harden sur demi-terrain. Tu peux le laisser porter la balle, faire courir Zubac, trouver Kawhi et décharger Harden d'une partie de la création pour le garder frais en fin de match. Et surtout, sur le moyen terme, quand les vétérans seront vraiment sortis du tableau, les Clips auront déjà leur porteur de balle principal sous la main. Dans une grande ville, dans une salle neuve, avec un style qui remplit les tribunes, c'est important mine de rien. Pour moi, c'est exactement le genre de pari qu'une franchise comme les Clippers peut être tentée de faire. En plus, le package envoyé est costaud mais pas suicidaire pour Tyronn Lue. Collins, c'est un bon intérieur scoreur mais qui n'a jamais vraiment trouvé sa place à LA. Bogdanovic, c'est un super role-player mais à son âge, il n'est pas intouchable, surtout avec tout le monde en bonne santé sur les lignes extérieures. Kobe Brown, c'est un jeune ailier intéressant mais loin d'être au centre du projet. Et le pick 2031, il a plus de valeur pour Charlotte, qui pense long terme que pour des Clippers déjà all-in sur les prochaines saisons. En retour, LA concentre tout ça sur un seul talent haut de gamme, jeune, qui peut à la fois aider tout de suite et préparer l'avenir.
Mais pour que ce soit vraiment sérieux, il faut aussi que Charlotte ait une réelle raison de dire oui. Côté Hornets, ce deal colle plutôt bien à ce que l'on a décrit tout à l'heure. Tu bascules d'un projet où tout tourne autour d'un meneur ultra fragile et ultra dominant balle en main à quelque chose de plus équilibré autour de Brandon Miller, Con Knuppel et d'un collectif plus stable. Collins t'apporte un intérieur productif en sortie de pick and roll ou de pick and pop. Bogdanovic t'offre du tir, du playmaking secondaire et un vrai cadre pour les jeunes sur les ailes. Kobe Bryant est un billet de loterie correct sur le poste d'ailier. Et le pick 2031 peut devenir très intéressant le jour où les Clippers retomberont sur terre. Ce n'est pas le prix d'un candidat MVP, mais vu les doutes autour de Lamelo, ce n'est pas déconnant comme base de négociation. Ceci dit quand même, selon moi, on parle d'un pari XXL des deux côtés, qui n'est pas sans risque, et vous allez le voir, comme beaucoup d'offres, ça peut être win-win d'un côté, mais il y a aussi un monde où ça devient perdant-perdant dans le futur. De toute façon, avec un joueur comme Lamelo qui présente autant d'incertitudes, c'est un petit peu l'idée aujourd'hui, t'as pas le choix. Si tu le reçois, bien sûr, tu prends des risques, et en échange, tu vas pas te déshabiller, mais pour convaincre Charlotte, il faut quand même lâcher quelque chose. En tout cas, pour finir là-dessus, je pense que si Lamelo bouge un jour, avec Steve Ballmer en plus de ça comme propriétaire, la piste aux Clippers pourrait être étroitement à surveiller. Du coup, on enchaîne et maintenant on va aborder un scénario bien piquant, celui qui envoie Lamelo Ball cette fois-ci aux Houston Rockets. Le deal il est simple, Houston récupère Lamelo Ball et en face Charlotte reçoit Fred VanVleet, Rich Shepard, Aaron Holiday et un premier tour de draft 2027. Précision importante avant qu'on s'enflamme, ce trade ne peut juridiquement pas avoir lieu avant le 15 décembre parce que VanVleet et Holiday ont signé leur nouveau contrat cet été. Tant que cette date-là n'est pas passée, ils ne peuvent pas être transférés. Donc on est clairement sur un scénario à partir du 15 décembre, dans la fenêtre où toute la ligue commence vraiment à bouger avant la deadline. Et dans ce contexte-là, finalement, pour moi, Houston est une destination beaucoup plus crédible que ce que l'on pourrait penser au premier abord. Aujourd'hui, les Rockets tournent bien, mais ils le font sans leur meneur titulaire. VanVleet s'est fait les croisés, il est listé out sans vraie date de retour, et honnêtement, personne ne s'attend à le revoir cette saison. Du coup, Ime Udoka fait tourner l'attaque avec Amen Thompson, Aaron Holiday et le rookie Rich Shepard, pendant que Kevin Durant et Alperen Sengun portent le gros du scoring. Ça fonctionne en saison régulière, le bilan est positif, Shepard arrose à 3 points, Amen met une pression de fou en défense, mais en playoff, tu sens bien que ça pourrait manquer d'un vrai moteur offensif de très haut niveau sur le poste 1. Et c'est exactement là que, à mes yeux, Lamelo peut devenir super intéressant pour ces Rockets. En récupérant Ball, Houston remplace un meneur trentenaire blessé qui ne les aide pas cette année par un créateur de 24 ans déjà All-Star et dispo tout de suite. Tu rajoutes un vrai porteur de balle capable de jouer le pick and roll avec Sengun, de faire courir la troupe en transition, de soulager Durant sur la création et de donner un cadre offensif sur plusieurs saisons. À court terme, tu combles le trou laissé par VanVleet, à moyen terme, tu prépares déjà l'après KD avec une ossature Lamelo, Sengun, Amen, Jabari qui te garde dans la conversation sans passer par une vraie reconstruction. Puis en face, pour Charlotte, ce n'est pas juste on récupère un meneur déjà cramé et un pick qui s'avère moyen. VanVleet pour les Hornets, c'est la possibilité d'avoir, dans le futur, enfin un meneur structurant, sérieux, qui défend et qui met de l'ordre, quitte à ce qu'il revienne seulement l'année prochaine. Rich Shepard colle parfaitement à un projet centré sur Brandon Miller et Con Knuppel, jeune, ultra propre, shooter, capable de jouer sans la balle. Holiday rajoute un peu de profondeur, et le premier tour 2027 donne une brique de plus pour le long terme. En résumé, Charlotte échange une star jeune mais chère, souvent blessée et au fit compliqué, contre un package stabilité plus complémentarité plus asset futur, même si ça fait mal en termes de star power, tout n'est pas parfait, mais ça mérite quand même d'être réfléchi, je pense. Pour mon troisième trade maintenant, on va rester à l'ouest, mais changer totalement d'ambiance, car cette fois-ci, j'envoie Lamelo Ball du côté de Portland. Le deal il est costaud, les Blazers récupèrent Lamelo Ball et en face Charlotte reçoit Jeremy Grant, Scoot Henderson et un premier tour de draft 2028 en provenance d'Orlando. Sur l'écran, vous voyez bien l'idée générale, les Blazers envoient une grosse partie de leur présent offensif avec Grant, plus le meneur censé incarner l'après Lillard, plus un pick non protégé qui peut devenir très juteux pour sécuriser tout de suite un franchise guard de 24 ans déjà All-Star. En retour, les Hornets sortent du tout Lamelo et récupèrent un mix vétéran, plus jeune meneur, plus billet de loterie future qui peut les tenter en cas de départ de Ball. Pour moi, ce trade raconte exactement où en est Portland actuellement dans sa reconstruction un peu bizarre. Les Blazers, désormais coachés par Thiago Splitter, ne sont plus en ruine, mais ils ne jouent pas non plus le titre. Ils se battent dans la zone play-in avec un collectif plus cohérent que prévu. Deni Avdija qui explose en première option, Donovan Clingan qui s'installe comme véritable mur au milieu, Jrue Holiday qui apporte son intelligence et sa défense, Jeremy Grant qui reste un scoreur régulier autour des 18-20 points. Le problème, c'est que le meneur du futur, Scoot Henderson, n'a toujours pas vraiment décollé. 2 premières saisons correctes mais irrégulières, une adresse encore moyenne, et derrière ça, une grosse blessure aux ischio qui le bloque au moment où il devrait confirmer. Résultat, au lieu d'un sophomore qui s'affirme, Portland se retrouve à nouveau dans le flou sur l'après Jrue Lillard. Là, plutôt que d'attendre 3 ou 4 ans pour voir si Scoot devient un jour ce vrai créateur offensif, tu vas tout de suite chercher quelqu'un dont t'es sûr qu'il a ce niveau.
Lamelo sort d'une saison à plus de 25 points et 7-8 passes, il est capable de coup de chaud à 40 ou 50 pions, il fait vivre la transition et il a la taille pour former avec Avdia un duo de grands playmakers vraiment unique. Tu peux le mettre en pick and roll avec Klingan, laisser Jrue se concentrer un peu plus sur la défense et le leadership et redonner à Portland ce qu'ils avaient avec Lillard à une époque, un porteur de balle capable de débloquer une attaque à lui tout seul sur plusieurs saisons. Le truc évidemment par contre c'est que pour faire ça il faut que les Blazers acceptent de payer un vrai prix. Peu à peu, Jerami Grant s'est imposé comme une grosse pièce en sortie de banc malgré son contrat assez lourd. Puis transférer Scoot, ça veut dire aussi être capable de tourner une vraie page vu comment les Blazers comptaient sur lui au moment de sa draft. Puis en face, c'est pareil, il faut aussi que Charlotte ait une vraie raison d'écouter ce genre d'offre. Et justement, du point de vue des Hornets, ce package coche pas mal de cases de ce qu'ils semblent vouloir faire en douce. Jerami Grant leur donne immédiatement un scoreur polyvalent capable de défendre plusieurs postes et d'encadrer Brandon Miller et Con Knuppel. Scoot Henderson, 21 ans, contre un rookie, garde un vrai potentiel de meneur explosif, mais dans un environnement où il n'est plus le visage de la franchise, ou le futur. Il serait juste un jeune à développer à côté des liés créateurs. Et le pick 2028 d'Orlando, non protégé, ajoute un ticket supplémentaire sur une draft future qui peut devenir très précieux si le Magic se casse un peu la figure d'ici là. En gros, Charlotte troque un seul énorme pari très cher et fragile contre 3 paris plus répartis et plus contrôlables, et là, mine de rien, je me dis pourquoi pas. Et justement, allez, pour enchaîner maintenant, on va partir sur un feat qui peut sembler un peu fou au premier abord, mais qui peut quand même sembler séduisant, Lamelo Ball aux Sacramento Kings. Le deal il ressemble à ça, Sacramento récupère Lamelo Ball et Charlotte reçoit DeMar DeRozan, Dario Saric, Devin Carter plus 2 premiers tours de draft, un en 2027 via San Antonio et un en 2031 via Minnesota. Sur le visuel, vous voyez bien l'idée, les Kings envoient un scoreur vétéran solide, un big de rotation, un jeune arrière défensif et surtout 2 picks non protégés dans le futur pour enfin récupérer un vrai meneur star. En face, les Hornets troquent leur franchise player contre un mix de scoring, de jeunesse et de capital de draft. Pour moi, ce scénario raconte surtout une chose, avec ça, Sacramento peut enfin arrêter de bricoler à la main. Aujourd'hui, les Kings sont dans une vraie crise d'identité. Après le Light the Beam, ils ont tenté un virage win-now autour de Sabonis, Lavine et DeRozan, et le début de saison est un naufrage. Le bilan est moche, les claques s'enchaînent, et DeRozan lui-même parle d'investir dans une shitty place. Derrière, la main c'est du patchwork permanent, entre Dennis Schroeder, Russell Westbrook et un Devin Carter qui revient d'une épaule opérée. Tu le vois vite, ça tient un soir sur deux, mais ce n'est pas la base d'une équipe qui veut exister sérieusement à l'ouest. Et du coup, à mes yeux, Lamelo, c'est le type de pari que tu fais quand tu veux vraiment rajouter une rampe de lancement à ce projet. À côté de ça, même si individuellement j'aime beaucoup les débuts de Westbrook à Sacramento, je n'aurais aucun mal non plus à le faire sortir du banc en tant que joker ou à le décaler au poste 2 pour qu'il joue à côté de Lamelo ou de Schroeder. Parce que ouais, normalement, aujourd'hui, sur le papier, Lamelo est un joueur d'une autre trempe que ce qu'il y a déjà en place sur le poste 1 à Sacramento, pour le présent mais surtout pour le futur. On l'a déjà dit, lui c'est un meneur de 24 ans déjà All-Star capable de tourner à plus de 20 points, presque 8 rebonds et 9 ou 10 passes sur une saison quand il était en rythme. À Sacramento, il redonne une identité offensive claire. Tu passes d'un jeu très mi-distance autour de DeRozan à une attaque portée par un créateur qui pousse le tempo, qui bombarde de loin, qui joue le pick and roll avec Sabonis et qui peut nourrir Lavine et Keegan Murray sur la ligne à 3 points. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en bonus, tu ramènes enfin à la salle ce côté showtime que les Kings n'ont plus vraiment depuis la parenthèse Jason Williams. Le truc bien sûr, c'est que pour avoir ça, les Kings aussi doivent accepter de payer vraiment le prix. Bon maintenant soyons clairs, tourner la page DeRozan ça ne me dérange pas plus que ça, tant on a vu déjà par le passé que son association avec Lavine aux Bulls ne pouvait pas fonctionner. Les départs de Saric et Carter, eux, sans aucun disrespect pour eux, me semblent beaucoup plus anecdotiques. Non, c'est plutôt lâcher 2 pics qui peut piquer. Mais bon, c'est ceux des Spurs et des Wolves, et pas sûr qu'ils soient bien placés. De toute façon, il n'y a pas le choix, sans ça t'arriveras jamais à convaincre les Hornets. Par contre, c'est vrai que vu de Charlotte, ça peut être un package qui peut être intéressant, ou au moins correspondre à ce que le front office essaye de faire en ce moment. Les Hornets savent qu'ils veulent avancer autour de Brandon Miller et Con Knuppel avec plus de stabilité et moins de dépendance à un seul joueur fragile. DeRozan peut les aider tout de suite à scorer, encadrer les jeunes et être rerouté plus tard à un contender si besoin. Carter leur donne enfin un garde plus classique, sérieux défensivement, à développer à côté de leurs ailiers. Saric, lui, apporte un peu d'expérience dans la raquette, et surtout les 2 pics lointains ouvrent des portes. Soit tu draftes fort, soit tu les réutilises dans un futur gros trade quand la fenêtre Miller-Knuppel sera vraiment ouverte. Encore une fois, pour moi, c'est cohérent. Mais allez, pour continuer avec mon trade 5, on va évoquer un scénario bien particulier, mais qui me plaît quand même pas mal. Lamelo Ball du côté des Pelicans. Le deal sur le visuel, il donne ça. New Orleans récupère Lamelo Ball, meneur grand format sous contrat max pour encore plusieurs années, et en face, Charlotte encaisse Jordan Poole, Saddiq Bey, José Alvarado, plus un premier tour de draft 2026. Poole, c'est un arrière-scoreur à plus de 30 millions sur encore 2 saisons. Bey, un ailier solide sous contrat moyen. Alvarado, un meneur de
banc énergique et ce pic 2026 vient compléter le tout. En résumé, les Pelicans échangent plusieurs contrats moyens et un choix de draft contre une seule star jeune, pendant que les Hornets répartissent le risque sur plusieurs éléments. À première vue, on dirait vraiment un échange de galériens qui s'échangent entre eux leurs problèmes, mais quand on creuse, il y a quand même un fil un peu intéressant à tirer. Côté Pelicans, le contexte est simple. Actuellement, ils font partie des pires équipes de la ligue. Leur début de saison est une totale catastrophe. En plus, ils ont déjà lâché des premiers tours ces dernières années, et ils n'ont pas vraiment le luxe de pouvoir tanker tranquillement. Disons les termes, le projet autour de Zion patine, l'infirmerie ne se vide jamais, et le poste de meneur de jeu est un véritable point d'interrogation. Aller chercher Lamelo, c'est tenter un raccourci violent. Tu colles à Zion un créateur capable de tourner à plus de 20 points, une dizaine de passes et presque 7 rebonds. Tu relances la transition, tu lui donnes un vrai chef d'orchestre pour le trouver lancé plein fer et pour faire vivre Trey Murphy, Herb Jones ou Derrick Queen. Au passage, et ça me plaît, tu recrées une forme de showtime avec un duo Zion-Lamelo qui, en termes de highlight et de marketing, ferait exploser les vues et remplirait la salle même si les résultats mettent du temps à suivre, si les deux arrivent à être sur le terrain ensemble. Pour moi, pour Nola, c'est typiquement le genre de move d'une franchise qui sait pertinemment qu'elle ne pourra pas devenir contender via la draft dans les 2-3 prochaines années et qui du coup préfère miser sur le talent. Le prix payé reste costaud mais pas insurmontable pour New Orleans. Poole, c'est un peu le cousin chaotique de Lamelo. Énorme talent offensif, gros volume de tir mais une irrégularité et une sélection de shoot qui font péter les plombs. Bey est un bon ailier mais je le trouve dispensable avec les présences de Murphy et Herb Jones. Alvarado, lui, c'est un peu le chouchou du public, un défenseur de banc incroyable mais ce n'est pas lui qui changera le destin de la franchise. Le vrai morceau, c'est ce premier tour 2026, mais le fait que les Pels ne maîtrisent pas son destin, vu que les Hawks ont le droit de le swap, limite largement la casse à mes yeux. Et vu de Charlotte, le truc intéressant pour moi, c'est que ce transfert ne cassera pas totalement leurs habitudes actuelles de jeu. En remplaçant Lamelo par Poole, tu gardes un peu le même ADN offensif, un arrière très créatif, très libre, capable de planter 30 points un soir et de t'arracher les cheveux pour t'envoyer chez Elitaire le lendemain. La différence, c'est que Poole ne vient pas avec le statut de franchise player, ni avec un contrat aussi long. Tu peux le tester à côté de Brandon Miller et Con Knupel, voir s'il accepte un rôle de scoreur secondaire, et si ça ne colle pas, tu le rebascules plus tard dans un autre trade. Bey, lui, vient densifier la rotation sur les ailes, donner du shoot et de la taille à côté de Miller. Enfin, Alvarado apporte de la dureté, de la défense sur le porteur et de la culture vestiaire dans un groupe jeune qui en manque cruellement. Avec ça, le pic 2026 redonne une bulle d'oxygène à une franchise qui veut multiplier les assets pour reconstruire paisiblement autour de ces jeunes. Même s'il y a un monde où clairement ce deal peut être perdant-perdant, il en existe quand même un autre où ça se transforme en win-win. Quoi qu'il en soit, nous, pour finir, on va étudier un autre scénario que j'apprécie pas mal, envoyer la Melo Ball du côté des Brooklyn Nets. Sur le visuel, le deal est simple à comprendre. Brooklyn récupère la Melo Ball et en échange, Charlotte récupère Nick Claxton, Terrence Mann, Nolan Traoré plus un premier tour de draft 2027 via les Knicks. Claxton, c'est le pivot mobile et protecteur de cercle qui sort d'une grosse prolongation. Mann, c'est l'arrière ailier polyvalent qui défend, coupe, met de l'énergie et tient le vestiaire. Traoré, c'est le jeune meneur français drafté en 2025 qui commence déjà à faire parler de lui en G-League. Enfin, le pic 2027 rajoute une munition de plus dans une draft où New York n'est jamais totalement à l'abri d'un pépin. Et selon moi, ce trade raconte surtout l'envie de Brooklyn d'arrêter de tourner sans vraie star. Depuis la fin du trio Durant-Irving-Harden, puis le départ de Michael Bridges, les Nets vivent dans un entre-deux bizarre. Un noyau de jeunes sympa, une armoire à pic remplie, mais personne pour incarner vraiment la franchise. L'attaque fonctionne avec plusieurs scoreurs corrects, mais il manque un créateur de très haut niveau pour organiser tout ça. Lamelo, malgré ses soucis de santé et son adresse irrégulière, coche exactement ce profil-là. Un meneur capable de pousser le tempo, de nourrir les shooters et d'assumer la lumière dans un gros marché comme New York. Pour une franchise qui cherche une tête d'affiche, c'est tout sauf anecdotique. Et pour moi, côté Nets, c'est clairement un vrai pari de plafond, pas juste un petit ajustement. En allant chercher Lamelo, Brooklyn change de trajectoire. Tu passes d'une équipe qui espère surtout un gros pic en 2026 à un projet où tu peux te dire « Ok, on a notre meneur star, maintenant on construit autour ». Tu peux l'entourer de tes rookies, de shooters comme Cam Thomas, d'ailiers polyvalents et accepter que le jeu soit parfois chaotique au début mais avec un potentiel offensif énorme. Et surtout, tu utilises enfin tes fameux pics récupérés chez les Knicks pour ce pourquoi ils ont été accumulés au départ, attirer un jeune All-Star plutôt que d'attendre inexorablement de drafter le joueur parfait. En face, Charlotte, à mon sens, regarde ce trade avec une logique beaucoup plus froide. Les Hornets savent que le dossier Lamelo devient compliqué. Avec ce package-là, ils sortent du tout ou rien. Claxton leur apporte immédiatement une identité défensive claire sous le cercle et de la finition aérienne en attaque. Terrence Mann donne du sérieux, de la polyvalence, un mec qui fait les petites choses et pose un cadre autour des jeunes. Nolan Traoré, c'est le ticket d'avenir à la main, à développer sans lui coller d'emblée trop de responsabilités. Pour finir, le premier tour 2027 rajoute une brique de plus, que tu peux soit drafter, soit réutiliser dans un futur deal quand le projet Miner Knupel sera vraiment mûr. Encore une fois, je ne dis absolument pas que ce deal à Brooklyn est parfait, mais mine de
rien, j'ai l'impression qu'il y a une vraie base à creuser là-dedans. Mais du coup, maintenant qu'on a évoqué ces 6 scénarios de trade qui sont complètement fictifs, il faut qu'on se pose et qu'on essaye de voir exactement ce qu'il va pouvoir se passer. Le dossier Lamelo est dans une zone très particulière. D'un côté, les signaux s'accumulent, frustration en off, début de saison galère pour Charlotte, nouvelle alerte à la cheville et un front office qui doute de l'idée de tout construire sur un meneur max souvent blessé. De l'autre, le discours officiel reste rassurant, avec Lamelo qui parle de fausses infos, dit aimer la ville et vouloir gagner là-bas et aucun feu vert clair pour ouvrir les enchères. Là, j'ai l'impression où on est dans une situation où tout le monde, de loin, observe le dossier sans vouloir véritablement admettre que ce dossier, justement, est complètement brûlant. Les 6 équipes qu'on a vues résument bien cette zone grise. Clippers, Kings et Pelicans proposent surtout des packages de vétérans, de contrats moyens et de pics lointains, cohérents pour se relancer autour d'une star, mais pas forcément le retour le plus excitant pour Charlotte. A l'inverse, Blazers, Rockets et Nets arrivent avec des offres plus structurées autour d'assets sérieux. Scoot et un gros pic pour Portland, Shepard plus un premier tour pour Houston, Claxton, Traoré et un pic Knicks pour Brooklyn. Là, tu sens que les Hornets peuvent vraiment réfléchir. Et en fait, si je prends un petit peu de recul et que je veux hiérarchiser un peu, je me rends compte que tout le monde ne part pas forcément sur un même pied d'égalité. Les Rockets sont un contexte très particulier avec la blessure de Van Vliet, une ambition énorme autour de Durant et Şengün, et un coach qui veut gagner maintenant. Ils ont de quoi payer, ils ont une vraie raison de prendre un gros risque tout de suite. Les Nets, eux, cochent le profil classique de la franchise qui finit par craquer. Énorme stock de pics, noyau de jeunes et de role-players, mais aucune star à mettre sur l'affiche. Lamelo leur donnerait enfin un visage, un projet et une identité offensive à construire. Derrière, Portland arrive juste après, avec un package très costaud pour les Hornets, mais à un coût émotionnel énorme à assumer pour les Blazers si tu lâches Scoot Henderson. Mais même en disant ça, franchement, et je vais peut-être en décevoir certains, je n'imagine pas ce transfert se faire trop vite. À court terme, je pense que Charlotte va continuer à temporiser. Lamelo vient à peine d'entrer dans sa prolongation max, son historique de blessures fait peur, et les Hornets n'ont toujours pas eu une vraie saison complète pour tester Ball, Miller et Knupel. Pour bouger dès février, il faudrait une offre indécente, et aujourd'hui, même si les pistes qu'on a imaginées sont crédibles, je ne suis pas sûr qu'une de ces franchises soit prête à tout envoyer en pleine saison. Donc si je dois me mouiller, ma réponse va être assez simple. Je ne pense pas que Lamelo Ball sera transféré avant la trade deadline. Pour moi, il sera encore à Charlotte en mars, avec peut-être encore plus de rumeurs, encore plus de débats, mais sans gros mouvements cette année. Les Hornets ne sont pas pressés, ils veulent garder la main sur le timing, voir jusqu'où peut aller le projet autour de Miller et Knupel, et ne pas se précipiter au moment où la valeur de Lamelo est compliquée à lire. En revanche, si un trade doit tomber à moyen terme, je mettrai clairement une petite piécette sur les Nets, parce que leur profil colle parfaitement, ils ont les pics, ils ont besoin d'une star, et ils peuvent proposer un package très équilibré qui parle à Charlotte sans se dépouiller complètement. Après, comme d'habitude, ça reste mon point de vue à l'instant T, et on sait très bien qu'en NBA, les choses peuvent aller extrêmement vite. Mais maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous le voyez bouger cette saison, Lamelo, ou plutôt l'été prochain, ou alors, à l'inverse, peut-être passer encore une longue carrière à Charlotte? Parmi les 6 destinations qu'on a vues, laquelle vous paraît la plus crédible, laquelle vous kiffez d'un point de vue basket, et laquelle vous détestez aussi? Dites-moi tout ça en commentaire, balancez-moi vos essais à la trade machine, vos scénarios de malade, ou au contraire, donnez-moi vos meilleurs arguments pour me démontrer que tout ça n'arrivera jamais. Comme d'habitude, pendant au moins les premières 24 heures, je répondrai à tout le monde, donc venez débattre, je suis hyper chaud pour continuer la discussion avec vous. Alors à vous de jouer maintenant, je compte fort sur vos claviers pour faire exploser totalement la section commentaires.